On va continuer de parler de ce qui s'est passé à Ceuta. Là, on se rappelle, la semaine passée, on avait débuté à aborder là, ce sujet-là. C'était vendredi. Il y a eu 60 à 70 000 personnes venues du Maroc qui ont décidé de traverser la frontière à la nage, rejoindre l'enclave de Ceuta. Et là, on est arrivé lundi, on a repris l'émission, puis ça s'était résorbé. On avait, du côté de l'armée espagnole, repoussé la grande majorité de ces gens-là. Il resterait encore quelques milliers de migrants qui ont traversé la semaine dernière dans toute illégalité là, la frontière. On va continuer d'en parler, mais avec le point de vue canadien, point de vue bien d'ici, parce que, Karima, je ne sais pas si pour toi, moi j'avais remarqué la même chose qu'Étienne Alexandre Beauregard, là, qui nous retrouve tout de suite. On n'en a pas beaucoup parlé là, au Canada de ça. Je n'ai pas entendu les partis politiques se prononcer, y compris les partis, disons, plus à droite, comme le Parti conservateur du Canada. Mm-hmm. Bien, il faut dire, en fait... Un malaise, peut-être. Je sais pas, on va le voir justement avec Étienne, mais sur l'enjeu de l'immigration, tu sais, je te dirais, peut-être qu'au Canada, ça a été un sujet un petit peu plus tabou. Je rappelle quand même, ne serait-ce que par la doctrine du Canada sur le multiculturalisme, il y a cette idée-là, donc, de parler un peu plus d'immigration, de limiter les seuils d'immigration, de parler des flux migratoires aujourd'hui. Pendant plusieurs années, il y avait quelque chose un peu tabou, on n'osait pas aller là-dedans parce qu'il y a quand même le vote qu'on va parler un peu communautariste aussi, tu sais, veux pas, c'est quand même une réalité. Je te dirais peut-être un peu plus présente du côté du Canada anglais où on va se rassembler beaucoup à travers les différentes communautés. Cela dit, ça a changé quand même. Ça commence à changer. Moi, j'ai observé notamment, avec les politiques de Justin Trudeau, quand tu faisais des sondages d'opinion au cours des dernières années, là, soudainement, t'avais aussi, puis des personnes qui sont aussi de l'immigration, qui commencent à dire, regarde, wow, on peut pas accueillir tout le monde. Puis je te parle de gens qui sont issus de l'immigration. Donc, ça change aussi un peu. On se rend compte que sur la capacité d'accueil, c'est pas une affaire. Tu sais, j'entends souvent à l'extrême gauche, la capacité d'accueil, ça n'existe pas. Donnez-moi des chiffres avec ça. C'est un concept vaseux. Non, il y a une réalité à un moment donné. Tu as une pression sur des services. Tu as une pression sur le logement. Tu sais, des logements abordables, il n'y en a pas une quantité industrielle. Donc, les gens de la classe moyenne, des gens qui ont moins de revenus, vont vouloir aller chercher ces logements-là. C'est sûr que si tu ne contrôles pas bien tes flux migratoires ou si tu es dans une logique un peu à l'initiative du siècle, de dire on est dans cette idée-là de est-ce qu'on va aller vers des millions et des millions, 100 millions de personnes, de Canadiens. Bon, c'est une idée, hein, c'était une idée qui a été avancée, mais je veux dire, quand c'était dans une logique d'accueillir toujours plus, ça a un impact sur tes services. Et à un moment donné, tu as beaucoup de Canadiens qui commençaient à dire, OK, non, peut-être que là aussi, il va falloir qu'on accueille selon nos capacités d'accueil. Et donc, peut-être qu'on n'a pas autant parlé de Ceuta, mais je te dirais quand même que cette question-là, elle est, je crois, c'est une question quand même un peu plus sensible aujourd'hui et les gens s'intéressent à cette question-là, je crois. Étienne Alexandre Beauregard, qui est chercheur pour l'Institut Cardus, qui est avec nous. Toi, on dirait, je ne sais pas, depuis quelques mois que tu traînes de plus en plus avec les conservateurs du Canada anglais. Tu les connais, tu les fréquentes, peut-être même que tu les influences. Est-ce que tu trouves qu'ils sont de plus en plus, je dirais, interpellés par ces enjeux-là, immigration, identité? Ben, je pense que c'est assez clair quand on regarde juste le débat public au Canada anglais qu'il y a une demande politique pour ça, là. Définitivement. Même, j'avais vu un sondage dernièrement de Jean-Marc Léger, vous l'avez peut-être vu, qui disait que la demande pour moi d'immigration était quasiment plus élevée au Canada anglais qu'au Québec. C'était majoritaire dans les deux cas, mais les chiffres étaient marginalement plus élevés au Canada anglais. Juste si on regarde les chiffres, il y en a eu plus per capita au Canada anglais qu'au Québec. Dans les deux cas, c'est dans les plus gros chiffres au monde. Mais tout ça pour dire qu'il y a une situation objective qui mériterait, en tout cas au moins, ce genre de critique, ce genre de réaction. Mais moi, ce qui m'a interpellé un peu dans cette question-là, je ne sais pas si vous avez vu hier sur Twitter, Stockwell Day, l'ancien chef de l'Alliance canadienne, au début des années 2000, qui avait été ministre avec M. Harper après, et qui est à la retraite depuis 15 ans maintenant, qui fait du commentaire, etc., a fait une vidéo avec justement des extraits de ce qui s'est passé à Ceuta pour dire attention, il y a quelque chose là qui pourrait aussi arriver au Canada si on n'est pas rigoureux, si nous aussi on donne l'amnistie à tous ceux qui arrivent. Il y a des enjeux de valeur, c'est pas vrai que ces différences-là n'existent pas. Et si on est préoccupé par l'avenir de notre pays, on devrait au moins en parler. Moi, ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est de dire comment ça se fait que le seul politicien conservateur anglo-canadien qui parle de ça, c'est un gars qui est à retraite depuis 15 ans.
Je veux dire, j'ai regardé après sur le compte du parti, sur le compte du chef, sur le compte des ténors du Parti conservateur au Canada anglais. Il n'y en a pas un qui a parlé de ça. Je me suis dit, OK, il y a quand même un enjeu parce que je suis convaincu qu'il y a plein de monde au Canada anglais qui ont vu ça, plein de gens qui se questionnent de cette question-là, mais curieusement, pas un mot. Fait que ça dit quand même quelque chose, vous trouvez pas? Ben oui, ben c'est ça. Il y a comme le décalage entre ce qui se passe dans la population, ce qui se dit. Tu as mentionné le sondage d'opinion, ce sondage léger où les Canadiens s'en préoccupent d'ailleurs de plus en plus, et le décalage avec les politiciens. Dirais-tu que c'est ça, ce concept-là, la diversité, l'immigration, c'est comme un sujet tabou au Canada. On ne veut pas briser le mythe là, que finalement tout est parfait dans le meilleur des mondes du Canada. Mais je pense que c'est un tabou qui craque. Hein. Peut-être que ça a été un tabou générationnel pendant un temps. C'est ceux qui ont grandi justement dans les années 70-80, quand c'était le grand nation building sur le multiculturalisme avec Pierre Trudeau, etc., dans lequel les progressistes conservateurs ont embarqué aussi. La loi sur le multiculturalisme, c'est le gouvernement de M. Mulroney qui a fait adopter ça. Hein. Mais cela dit, moi, comme tu mentionnais, Rémi, je parle avec beaucoup de conservateurs anglo-canadiens. Ça m'arrive de faire des conférences là-bas sur les questions justement du multiculturalisme, la différence avec l'approche du Québec. Puis moi, ce que j'observe de plus en plus, en fait, c'est que surtout les moins de 35 ans, c'est ceux qui vont venir me voir après la conférence en disant « Hey, je pense que vous, au Québec, vous avez compris quelque chose parce que nous, on a l'impression justement que cet attachement-là, cette valorisation d'une culture commune, de valeurs partagées, c'est comme si on n'avait pas le droit de parler de ça au Canada anglais. » Mais je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui réalisent en fait qu'ils ont manqué le bateau un peu, puis que là, ils sont pris avec les problèmes de cette politique-là, puis qu'ils ont le goût d'aller dans une autre direction. Mais on dirait effectivement que les élites ont pas l'air de suivre. Puis moi, je pense que c'est pas anodin quand même que là, on est en train de faire une petite correction quand même au niveau de l'immigration à l'échelle fédérale. Monsieur Carney se vantait dernièrement d'avoir la situation sous contrôle. Je sais pas si on peut dire exactement ça. Mais quand même, si on regarde les grands moments là, qui ont un peu orienté ce réalignement-là, ça a été beaucoup des éditoriaux du Globe and Mail, des rapports qui ont été issus de grandes banques, mais rarement l'opposition officielle qui montait au créneau. Souvent, ils ont été les derniers à embarquer. Puis on s'entend, on est dans un système démocratique là, où l'opposition a une place, puis des fois doit remettre en question les politiques du gouvernement. Fait que rendu là, on peut se dire, est-ce qu'ils ont fait leur job là-dessus? Puis encore une fois, est-ce que c'est normal que le seul qui parle de ça aujourd'hui, ce soit un gars qui est à retraite depuis 15 ans? Moi, je pose la question quand même. Là. Mais tu sais, qu'est-ce que ça dit sur le Canada, le fait que ça ait pris une crise du logement et non pas une crise identitaire? Tu sais, le Québec a un regard sur l'immigration qui est un regard porté, qui part en fait de l'identité, de la culture, de la survie nationale. Le Canada, c'est plus des affaires du quotidien, comme le logement, par exemple. Qu'est-ce que ça dit de ce pays-là? Je pense que ça dit en tout cas qu'il y a un débat public où on ne se sent pas autorisé de parler de ces questions-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu sais, je veux dire, quand on voit, par exemple, toutes les questions des revendications communautaristes, je pense que c'est beaucoup ça qui est discuté dans le débat anglo-canadien. La question de l'antisémitisme aussi depuis le 7 octobre, ça fait beaucoup les nouvelles. La question aussi, toutes les histoires de sécessionnisme au Khalistan en Inde, où là, il y a des attentats qui se font ici par des gens qui veulent la sécession d'un État là-bas. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde quand même qui regarde ça et qui disent, OK, ben pourquoi on a ces questions-là qui viennent ici, qui prennent de plus en plus de place dans le débat public? Pourquoi nos politiciens ont l'impression qu'il faut de plus en plus qu'ils se positionnent là-dessus, alors que c'est pas des enjeux proprement canadiens? Tout ça, ils le sentent. Là. C'est pas vrai que c'est juste une question purement matérialiste, mais est-ce qu'ils se sentent autorisés à le dire? Ça, c'est vraiment une autre question, en effet. Mm-hmm. OK, mais parlons-en, parce que là, tu poses ces diagnostics-là, ces questions-là, mais si on pense à, je sais pas, mettons, Pierre Poilievre ou dans l'opposition, penses-tu qu'il pourrait y avoir un changement dans le discours, que là, ça va être assumé? Et sinon, pourquoi? Ben, je pense que ça ferait du bien parce qu'il y a certainement une demande dans la base pour ça. Il y a un article du National Post qui est sorti aujourd'hui justement sur un peu des débats internes qu'il y a eu au sein du Parti conservateur et sur la place publique dans les militants, dans le mouvement depuis le début de l'été et même depuis la défaite de l'an dernier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui amènent ça en disant ouais, peut-être que le parti est bon sur les questions matériel, sur la question du coût de la vie. T'sais, on le sait, s'il y a beaucoup de jeunes électeurs qui sont allés vers M. Poilievre à la dernière élection, notamment au Québec, ça vient que c'est quelqu'un qui a identifié très tôt la question justement de l'accès à la propriété, qui a été capable d'articuler un message là-dessus, puis qui a vraiment gagné cet enjeu-là sur les libéraux. Hein. C'est comme tous les sondages qu'on voyait, si votre priorité à la dernière élection, c'était l'abordabilité, vous avez vraisemblablement voté conservateur. Mais là où le bas blesse un peu,
Puis là-dessus, il y a un éditorial que vous avez peut-être vu passer la semaine passée par Andrew Coyne dans le Globe and Mail qui disait les conservateurs ont un problème de patriotisme. C'est-à-dire que quand les gens veulent voter pour un parti nationaliste canadien au Canada anglais, les gens se rapportent naturellement vers les libéraux. Ils ont moins l'impression qu'il y a ça chez les conservateurs. Puis là, bon, ça a fait tout un débat. Il y a des gens qui disaient franchement, ceux qui ont tout déconstruit, etc., qui veulent en plus se dire les patriotes, faut pas abuser. Mais reste qu'il y a quand même un peu de vrai dans le sens que si on n'est pas prêt à endosser ces questions-là, à faire une critique frontale du multiculturalisme, à faire une critique des politiques migratoires qui sont objectivement rejetées par la plupart des Canadiens selon les sondages, ben ça va pas tomber du ciel non plus. Fait que je pense qu'il y a cette question-là qui a été un peu moins volontaire d'endosser. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils recherchent vraiment une distinction avec les libéraux, ils n'auront pas le choix d'y aller, d'autant plus que la base le demande. Oui, mais c'est quoi le coût politique à payer si on décide d'aller frontal puis d'aller sur les questions migratoires, par exemple, puis dire, regarde, là, on a fait fausse route, puis même sur la question identitaire, on va dire. C'est quoi le coût à payer pour un politicien canadien-anglais de faire ça? Ouais, ça, c'est la question à 1000 pièces, hein, Karima. Puis des fois, j'ai l'impression qu'en ce moment... qu'en ce moment, 1 million, on est un peu 2 millions, on arrête. La période qu'on a vécu, la période qu'on a vécue au Québec après la défaite du PQ en 2014. Hein. Puis vous allez voir l'analogie. Quand il y a eu toute la question de la Charte des valeurs, parce que Québécois a monté dans les sondages, mais bon, a perdu pour toutes sortes de raisons, peur d'un référendum, etc. Et beaucoup de gens ont été spontanément blâmés. La Charte ont été blâmés M. Drainville en disant « Ah, c'est à cause de ça, vous savez, ils n'ont pas eu assez d'ouverture à l'autre, les Québécois ont rejeté ça. » Bon, je pense que la victoire de la CAQ et la popularité de la loi 21 a un peu prouvé l'inverse, dans le sens que vous pouviez être en désaccord, mais vous ne pouviez pas dire que c'était pas populaire. Oui, puis by the way, gens... je fais juste une parenthèse parce que je pense que c'est important. Moi, je me souviens très bien de cette campagne électorale. Excuse-moi, mais la Charte des valeurs, on n'en parlait pas particulièrement pendant la campagne. Tu sais, ça avait été avant, puis pendant la campagne, on se disait, ben voyons, on n'en parle pas du tout. Donc, il y a quand même cette spécificité que je voulais quand même préciser. Là, ça avait quand même joué. Mais bref, poursuis, là. Donc, c'est ça, ça a créé comme un espèce de tabou pendant un temps. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que la CAQ a un peu récupéré le ballon du nationalisme après, en 2018. Et moi, l'analogie que je ferais, c'est autour de 2015. Là, ça fait 10 ans, ça fait longtemps, peut-être que nos auditeurs s'en souviennent pas, mais M. Harper avait fait campagne sur la question du niqab dans les cérémonies d'assermentation, même avec toute leur campagne sur, bon, le terme a été un peu critiqué depuis, là, mais les pratiques culturelles barbares, entre guillemets, ils avaient essayé d'endosser le discours identitaire. Puis d'ailleurs, il y avait eu leur meilleur score au Québec jusqu'à 2025. Ça avait relativement bien marché. Après, les gens étaient tannés. Bon, le gouvernement a été sorti, etc. Puis souvent, quand on va parler de la question des valeurs au Canada anglais, ben, un peu comme certains disaient, oh, attention, la charte née au PQ, il y a des gens qui se souviennent de ça en disant, ouais, mais rappelez-vous, la dernière fois qu'on a parlé de valeurs, ben, le parti a perdu. Fait qu'est-ce qu'on serait mieux de juste parler d'économie encore? Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu cet entre-deux-là où il y a certains qui disent, ouais, peut-être qu'il y a un enjeu, mais en même temps, est-ce qu'on va perdre? Fait qu'il y a cette question-là, mais est-ce que c'est toujours vrai que d'incarner une vision du patriotisme qui est fondée sur des valeurs, de parler de citoyenneté, etc., ça fait perdre? Ben, ça dépend parce qu'il y a plusieurs circonstances qui peuvent rentrer, puis c'est difficile d'attribuer une défaite à juste une politique. Hein. Ouais, mais on verra. Moi, je vais y croire quand je vais le voir. Là. Je vais y croire que c'est possible de gagner une élection au Canada anglais en parlant de ces enjeux-là de façon critique. Quand j'aurais vu un parti remporter, parce que l'élection, il faut quand même rappeler, le multiculturalisme, là, ça fait 50 ans au Canada. C'est les années 70, puis c'est enchâssé dans la Constitution de 82. Le peuple a changé, là. Hein? Et donc, critiquer cette affaire-là, c'est non seulement compliqué parce que tu as tout le Grand Toronto qui est peuplé de façon très importante par des gens issus de l'immigration. Donc, bonne chance pour gagner ça en critiquant le multiculturalisme. Et en plus de ça, c'est aussi de regarder pas juste le trudeauisme du fils et de dire que c'était pas une bonne idée. C'est regarder 50 ans d'histoire idéologique au Canada et dire je questionne ça. Moi, je suis pas trop sûr que c'était une si bonne idée que ça. Moi, personnellement, je pense pas que ça va fonctionner. Je pense que c'est un pays qui s'est peinturé dans le coin, là. Ben écoute, c'est sûr que pour qu'un parti gagne une élection là-dessus, encore faudrait-il qu'un parti ose en parler. Je pense que ça va être ça la première étape. Mais sans blague, moi, sur cette question-là, il y a pas mal de peur que tu as raison, mais j'amènerai un contre-argument que moi, je trouve très intéressant. Je sais que, Rémi, tu connais, mais nos auditeurs connaissent peut-être peu Jamil Bhivani, qui est un député conservateur justement de la région de l'Ontario, qui a fait des vagues un peu parce qu'il est allé à Washington dernièrement, etc. Mais lui, c'en est un qui est un des plus forts défenseurs de cette ligne-là, plus patriotique dans le parti, mais qui a quand même la particularité que son père est issu, je pense, du Kenya ou du Nigeria. Donc, c'est quelqu'un qui est métis, qui a cette tendance-là, mais qui, pour cette raison-là,
comprend la valeur de ça, parce que lui, ce qu'il va vous dire, c'est, moi, pour que je puisse m'intégrer à quelque chose, encore faut-il qu'il y ait quelque chose à intégrer. Donc, c'est pas forcément vrai qu'à partir du moment où il y a une certaine base critique issue de l'immigration, que toute la question du patriotisme, de la citoyenneté perd son sens. On pourrait même dire que c'est d'autant plus important parce que ça va plus de soi. Donc, à ce moment-là, on a d'autant plus besoin d'articuler ce discours-là, qui n'est pas obligé juste d'être négatif, qui peut avoir une part positive aussi. Il faut vouloir adhérer à quelque chose, mais c'est sûr que plus justement la population se diversifie, plus ça va coûter, en fait, de ne pas avoir de citoyenneté commune. Puis rendu là, la question du Québec, on pourrait dire quasiment qu'on s'en sort relativement bien par rapport au Canada anglais. On verra, on est jeunes tous les deux, on va avoir le temps de voir si c'est qui de nous deux va gagner ce pari-là. Merci Étienne Alexandre Beauregard. Salut, bonne journée. Merci à vous deux.